8 ans plus tard, est-ce que la AMD Radeon RX Vega 64 est toujours le meilleur rapport prix-performance du marché d'occasion? Ou est-ce juste un radiateur très coûteux pour votre setup? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. On va pousser cette architecture GCN et sa mémoire HBM2 dans ses derniers retranchements sur les titres les plus récents 2025 et 2026. Alors, attachez vos ceintures et surveillez votre compteur électrique, on lance les benches. Avant d'entrer dans les chiffres, petit rappel du contexte. La AMD Radeon RX Vega 64, c'est une carte lancée en 2017, à une époque où AMD misait tout sur son architecture GCN, une approche très orientée calcul brut, bande passante massive et performance théorique élevée. Sur le papier, elle envoyait déjà du lourd. 4096 stream processeur, de la mémoire HBM2 ultra rapide mais aussi ultra capricieuse, et une consommation électrique qui faisait déjà trembler les alimentations de l'époque. À sa sortie, la Vega 64 divisait. Impressionnante en benchmark synthétique, mais souvent instable, brouillante et difficile à exploiter pleinement sans undervolt. Mais 8 ans plus tard, la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'elle promettait, la vraie question c'est est-ce qu'elle tient encore la route aujourd'hui. En 2025-2026, avec des moteurs graphiques modernes, des API comme DirectX 12 et Vulkan enfin bien exploités, et des jeux qui demandent autant de VRAM que de puissance brute, est-ce que la Vega 64 est une bonne affaire en occasion ou simplement une carte obsolète, gourmande et dépassée? Pour être totalement honnête, avec cette carte, les benches vont se faire en deux étapes distinctes. Première étape, sans FSR. Ici, pas de filet de sécurité, pas d'upscaling, pas de technologie pour tricher avec les performances, la AMD Radeon RX Vega 64 devra compter uniquement sur sa puissance native et son architecture GCN. Objectif de cette phase, mesurer les performances réelles de la carte en 2025-2026, voir jusqu'où elle peut aller en 1080p et 1440p, identifier les jeux où elle commence clairement à montrer son âge. Cette étape est cruciale car c'est elle qui répond à la question sans aide logicielle, est-ce que la Vega 64 tient encore debout aujourd'hui? Deuxième étape, avec le FSR activé. Et là, on change complètement de logique. Le FSR, ce n'est pas de la magie, et c'est aujourd'hui une vraie béquille pour les cartes les plus anciennes, surtout celles qui n'ont pas accès au DLSS. Dans cette phase, on va voir le gain réel en FPS, l'impact sur la qualité d'image et si le FSR permet de rendre certains jeux à nouveau jouables, voire confortables. C'est aussi ici qu'on va poser la vraie question de l'occasion. Est-ce que le FSR transforme la Vega 64 en bon plan ou est-ce qu'il ne fait que masquer ses limites? Et je te le précise clairement. Les résultats avec FSR ne remplacent pas la performance native. Le FSR, c'est un outil, pas une excuse. Les deux résultats seront donc analysés séparément pour que chacun puisse se faire son propre avis selon son écran, ses attentes et sa tolérance aux compromis visuels. On commence donc sans FSR, en conditions les plus strictes possibles. Ensuite, on activera le FSR, pour voir si la Vega 64 peut encore se battre ou si elle a déjà rendu les armes. Premier jeu sans FSR, let's go! On commence par Shadow of the Tomb Raider, benchmark intégré, API DirectX 12, réglage élevé à Ultra. En 1080p, la AMD Radeon RX Vega 64 affiche en moyenne 62 fps, avec des chutes autour de 48 fps dans les scènes les plus chargées de la jungle. La fluidité reste correcte, mais on sent clairement que la carte est déjà proche de sa limite. En 1440p, la moyenne tombe à 44 fps, avec un minimum autour de 34 fps. À ce stade, le jeu reste jouable, mais plus vraiment confortable, surtout sur un écran 60 Hz. Côté consommation, on frôle les 295 watts, et la carte commence clairement à se comporter comme un radiateur de salon. Jusqu'ici, tous les résultats que vous venez de voir sont sans FSR. Ce sont les performances brutes, sans aide logicielle, sans upscaling, sans filet de sécurité et clairement,
La AMD Radeon RX Vega 64 commence à montrer ses limites, surtout en 1440p. Maintenant, on va activer le FSR, pas pour tricher, mais pour reproduire un usage réaliste en 2025. Parce qu'aujourd'hui, personne n'achète une carte graphique d'occasion pour jouer uniquement en natif, surtout quand on n'a pas accès au DLSS. À partir de maintenant, les graphiques que vous allez voir seront avec FSR activé en mode qualité, sauf indication contraire. Les réglages restent identiques, seule la méthode de rendu change. L'objectif ici est simple, voir si le FSR permet à la Vega 64 de redevenir jouable, stable et surtout cohérente face aux jeux modernes. Sans FSR, la Vega 64 survit. Avec FSR, on va voir si elle peut encore se battre. On relance les benches. En 1080p FSR qualité, la Vega 64 se stabilise enfin. Elle délivre une moyenne solide de 78 fps avec des 1% low à 61 fps, grâce à des frame time constants entre 12 et 13 millisecondes. Et une charge GPU qui redescend sous les 90%, les fréquences restent parfaitement stables. En passant en 1440p, la Vega 64 maintient la cadence, avec une moyenne de 58 fps et un low à 46 fps. Le frame time se stabilise remarquablement autour de 17 millisecondes. Cette régularité accrue transforme l'expérience, offrant une sensation fluide nettement supérieure. Côté mémoire, la VRAM oscille entre 7 et 7,5. Si la HBM2 arrive à saturation, elle reste parfaitement stable. L'énorme bande passante de cette technologie soutient efficacement la Vega 64 dans les scènes riches en textures, même si la limite de capacité commence doucement à se faire sentir. Après Shadow of the Tomb Raider, on change complètement de registre. On passe d'un moteur bien maîtrisé, très orienté GPU et bande passante, à un jeu beaucoup plus récent, avec un monde ouvert dense et une charge bien plus complexe à gérer. Assassin's Creed Mirage ne sollicite pas le matériel de la même façon. Ici, ce n'est plus seulement une question de puissance brute, mais une gestion des appels CPU, du streaming des assets et de la stabilité des frame time. C'est donc un excellent test pour savoir si la AMD Radeon RX Vega 64 peut encore encaisser un moteur moderne, ou si ses limites deviennent impossibles à ignorer. Voyons maintenant comment la carte se comporte sur ce nouveau terrain de jeu. Le jeu ici est plus sensible au CPU, mais sur cette configuration, la charge reste majoritairement GPU Bound en 1440p. Les réglages sont identiques au test précédent. APU DirectX 12, preset LV Ultra, Ray Tracing désactivé, V-Sync off. On commence sans FSR pour mesurer la performance brute. Sans l'aide du FSR, Assassin's Creed Mirage pousse la Vega 64 dans ses retranchements dès le 1080p natif. Si la moyenne affichée est de 58 fps, la fluidité réelle en pâtit lourdement. Avec des 1% low à 45 fps et un frame time instable de 17 millisecondes hachés par des pics fréquents, l'expérience manque de souplesse et les microsaccades se font nettement sentir. La AMD Radeon RX Vega 64 est déjà bien sollicitée, surtout dans les zones urbaines denses. Le passage au 1440p natif s'avère extrêmement difficile pour la Vega 64. La moyenne chute à 41 fps avec des 1% low qui frôlent les 32 fps. Mais c'est surtout l'instabilité du frame time qui pose problème. Avec des pics dépassant les 30 millisecondes, le jeu devient lourd, saccadé et perd toute réactivité. Ici, la limite est claire, la carte peine à maintenir une fluidité constante. Dans ces conditions, la Vega 64 est poussée au maximum. L'utilisation GPU stagne à 99%, de manière quasi permanente. La consommation s'envole entre 290 et 300 watts, provoquant une instabilité des fréquences directement liée au power limit. La carte lutte pour maintenir des performances sous la pression thermique et électrique. Assassin's Creed Mirage met en difficulté la Vega 64, non pas par la bande passante,
mais par la complexité du rendu moderne et les multiplications des effets post-process. Dès l'activation du FSR en mode qualité, la Vega 64 respire enfin en 1080p. La moyenne grimpe à 74 fps avec 1% low solide à 58 fps. Mais le plus important, c'est la régularité. Le frame time se stabilise autour de 13 millisecondes, faisant disparaître les pics pour une expérience de jeu métamorphosée. Le GPU respire davantage. La charge descend sous les 90%, ce qui stabilise clairement les fréquences. En 1440p, avec le FSR qualité, la Vega 64 retrouve des couleurs. La moyenne remonte à 56 fps avec des 1% low à 44 fps. Mais c'est surtout la stabilité qui impressionne. Le frame time devient largement régulier, gommant les saccades du mode natif pour offrir une expérience enfin fluide et cohérente. Le jeu devient nettement plus agréable, même dans les zones très chargées de Bagdad. Côté technique, la VRAM est pleinement exploitée, oscillant entre 7,5 et 8 Go. Si l'on note une légère douceur de l'image due au FSR, le rendu reste très propre. Aucun artefact majeur ne vient perturber l'expérience, prouvant que le compromis entre performance et qualité visuelle est excellent sur Mirage. Le FSR aide autant la fluidité que la gestion de la mémoire sur une carte limitée à 8 Go de HBM2. Assassin's Creed Mirage est clairement plus dur pour la Vega 64 que Shadow of the Tomb Raider. Sans FSR, le 1080p est jouable, mais en 1440p, il est trop instable. Avec FSR, la carte retrouve un équilibre acceptable, sans sacrifier drastiquement la qualité visuelle. Deux jeux, deux moteurs différents, même constat. La Vega 64 peut encore suivre, à condition d'accepter l'upscaling. Maintenant, on va passer à un titre encore plus exigeant, pour voir si cette tendance se confirme ou si la carte atteint enfin ses limites. Après Assassin's Creed Mirage, on quitte le monde ouvert, pour passer sur un moteur entièrement pensé nouvelle génération. Ici, il ne s'agit plus seulement de maintenir des FPS moyens corrects, mais de gérer des frame time propres, une pression VRAM constante et un pipeline graphique bien plus agressif. Resident Evil 4 Remake repose sur le RE Engine, un moteur réputé pour son excellente optimisation, mais aussi pour être très exigeant sur la mémoire vidéo. C'est donc un test clé pour voir si la AMD Radeon RX Vega 64 peut encore suivre un moteur moderne sans s'effondrer sur le frame time. Pour ce test sur Resident Evil 4 Remake, nous tournons sur l'API DirectX 12. Les mesures ont été prises dans les environs complexes du château, une zone qui alterne entre couloirs sombres et salles chargées en détail. Je suis sur un mélange de presets élevés et ultra sans ray tracing ni air stand pour maximiser les performances avec la V-Sync désactivée pour laisser le GPU s'exprimer pleinement. Le jeu est ici sensible à la VRAM avec des variations de charge rapides selon les zones et l'éclairage. En 1080p natif, la Vega 64 est déjà poussée dans ses retranchements avec une moyenne de 55 fps et des 1% low à 41 fps. Le frame time manque de fluidité, on observe des pics visibles, notamment lors des transitions entre les salles du château, la carte est pleinement saturée et les 8 Go de HBM2 sont frôlés en permanence, ne laissant aucune marge de manœuvre. Le passage en 1440p fait basculer l'expérience sous le seuil de jouabilité. La moyenne chute à 38 fps, avec des 1% low qui tombent à 29 fps. L'instabilité du frame time devient critique avec des pics fréquents dépassant les 35 millisecondes. À ce niveau, la lourdeur se fait clairement ressentir et les saccades brisent l'immersion. À ce niveau, la limite mémoire devient clairement perceptible. Concernant la gestion de la VRAM, on observe un comportement typique du moteur Capcom. L'utilisation sature entre 7,8 et 8 Go, entraînant un streaming agressif des textures. La Vega 64 tente de compenser, mais dès que la limite physique de la HBM2 est atteinte, un stuttering fait son apparition, venant briser la fluidité lors des mouvements rapides.
Le RE Engine est très efficace mais n'épargne pas les cartes limitées en VRAM. L'activation du FSR en qualité en 1080p transforme littéralement l'expérience. On remonte à une moyenne confortable de 70 fps avec des 1% low à 55 fps. Le gain de fluidité est immédiat, le frame time devient beaucoup plus régulier, se stabilisant autour des 14 millisecondes. Les microsaccades disparaissent au profit d'une jouabilité exemplaire. En 1440p, le FSR qualité redonne de l'air à la Vega 64. On atteint désormais 52 fps de moyenne avec des 1% low à 42 fps. Si on n'est pas encore à 60 fps constant, l'amélioration est flagrante. Les pics de frame time sont fortement réduites, rendant l'exploration du château bien plus agréable et visuellement stable. Le FSR soulage clairement la charge GPU et la pression VRAM. Aucun crash observé, mais la Vega 64 reste très proche de sa limite mémoire. Sans FSR, le jeu est jouable mais nerveux. Avec FSR, l'expérience devient nettement plus stable, surtout en 1440p. Resident Evil 4 Remake est probablement le test le plus révélateur jusqu'ici. Sans FSR, la Vega 64 est clairement en difficulté, principalement à cause de la VRAM limitée. Avec FSR, la carte devient cohérente, mais reste au bord de la saturation. Le RE Engine montre une chose très claire. 8 Go en 2025, c'est le strict minimum. Après Resident Evil 4 Remake, qui mettait surtout la pression sur la VRAM, on passe maintenant à un moteur beaucoup plus orienté compute et DirectX 12. Gears of War Reloaded est connu pour très bien exploiter les architectures AMD, en particulier les GPU basés sur le GCN. C'est donc un excellent terrain de jeu pour voir si la Vega 64 peut encore exprimer ce pourquoi elle a été conçue à l'origine. Pour ce test sur DirectX 12, j'ai choisi des scènes de combat intenses alternant entre extérieur dévasté et intérieur sombre. On pousse les curseurs au maximum avec les presets Ultra et le TAA activé. Comme d'habitude, l'AV-Sync est désactivé pour laisser la Vega 64 s'exprimer librement et voir comment elle gère l'affichage de ce titre. Ici, le jeu est majoritairement GPU bound, avec une charge très stable et peu de variations de frame time. En 1080p natif, la Vega 64 est comme un poisson dans l'eau. Elle délivre une moyenne solide de 88 fps avec 1% low très rassurant à 70 fps. Le frame tab est d'une stabilité exemplaire. Calé autour de 11 millisecondes, on sent que la carte est à l'aise. L'utilisation GPU oscille entre 90 et 95%, ce qui lui laisse une légère marge de manœuvre sans jamais s'essouffler. Le passage en 1440p confirme la bonne santé de la carte sur ce titre. Elle maintient une moyenne très fluide de 66 fps, tandis que le 1% low reste solide à 54 fps. Le frame time demeure très propre, avec quasiment aucun pic à déplorer. C'est une excellente surprise, la Vega 64 offre une expérience native parfaitement jouable et constante dans cette résolution. Contrairement aux jeux précédents, la carte ne donne pas l'impression de forcer. Sur ce titre, la Vega 64 affiche un comportement exemplaire. La consommation se stabilise entre 270 et 285 watts, ce qui permet de maintenir une fréquence constante autour de 1550 MHz sans subir de throttle. Côté thermique, la carte s'en sort très bien, avec une température continue aux alentours de 75 degrés, garantissant des performances durables sans surchauffe. Le moteur de Gears exploite parfaitement l'unité de calcul GCN, ce qui explique cette stabilité exemplaire. En activant le FSR qualité en 1080p, on passe dans une autre dimension. La moyenne s'envole à 108 fps avec des 1% low impressionnants à 88 fps. Le frame time descend sous la barre des 9 millisecondes, c'est extrêmement régulier. À ce niveau de performance, la réactivité est totale et l'expérience de jeu est d'une fluidité absolue, digne d'un écran à haute fréquence de rafraîchissement.
En 1440p avec le FSR qualité, la Vega 64 réalise un véritable tour de force. On atteint une moyenne confortable de 82 fps épaulée par un low pourcent de 68 fps. On dépasse ainsi les performances du 1080p natif tout en profitant d'une résolution supérieure. C'est selon moi le meilleur compromis, l'image reste précise et la fluidité ne faiblit jamais, même lors des affrontements les plus chargés. Le FSR apporte ici un gain net, mais surtout une marge confortable supplémentaire. Gears of War Reloaded est probablement le meilleur cas de figure pour la Vega 64. Sans FSR, la carte offre déjà une excellente expérience. Avec FSR, elle devient carrément confortable, même en 1440p. Ce benchmark montre clairement que lorsque le moteur est bien optimisé et pensé pour DX12, la Vega 64 peut encore faire très mal. Après ce test très positif, une chose est claire. La Vega 64 n'est pas obsolète partout. Tout dépend du moteur et de la manière dont il exploite le GPU. Après des moteurs bien optimisés, après des scénarios favorables au compute, on arrive maintenant au benchmark le plus exigeant de cette vidéo. Ici, il n'est pas question de confort, mais de survie technologique. Silent Hill F est un jeu moderne, lourd en effet, très dépendant des shaders et particulièrement sensible au frame time. C'est exactement le genre de titre qui peut faire basculer une carte graphique de statut de encore jouable à totalement dépassé. Pour ce test sur Silent Hill F, nous utilisons l'API DirectX 12. Les mesures ont été prises sur des scènes variées, mêlant extérieur avec brouillard dense, typique de la série, et des environnements intérieurs oppressants. J'ai opté pour les presets élevés car Ultra s'est révélé trop instable sans aide d'upscaling. Les effets volumétriques sont activés pour conserver l'ambiance, mais le ray tracing est désactivé et la V-Sync est coupée pour évaluer la fluidité réelle de la Vega 64. Le jeu est ici extrêmement GPU bound, avec une pression constante sur les shaders et une charge irrégulière liée aux effets atmosphériques. En 1080p natif, on atteint clairement la limite de la Vega 64 sur Silent Hill F. On stagne à des moyennes de 41 fps, mais ce sont les 1% low à 29 fps qui posent problème. Le frame time est extrêmement instable, avec des pics fréquents dépassant les 40 millisecondes, créant des saccades qui cassent totalement l'ambiance. Le frame time est extrêmement instable, avec des pics fréquents dépassant les 40 millisecondes, créant des saccades qui cassent totalement l'ambiance pesante du jeu. En l'état, l'expérience est trop hachée pour être agréable. La AMD Radeon RX Vega 64 est ici en difficulté permanente. La charge GPU est bloquée à 99%, le power limit est atteint en continu et les micro-saccades sont clairement perceptibles. Le passage en 1440p est sans appel. On tombe à une moyenne de 31 fps avec des 1% low qui chutent à 22 fps. À ce stade, on n'est plus dans une expérience de jeu fluide, mais dans une succession de saccades, la réactivité est quasi nulle et le moteur graphique est beaucoup plus lourd pour la Vega 64 dans cette résolution. À ce niveau, le jeu n'est plus réellement jouable sans concession majeure. La gestion de la mémoire confirme nos craintes. On sature intégralement les 8 Go HBM2, le moteur graphique force un streaming agressif pour tenter d'afficher les textures et le brouillard volumétrique. Mais la limite physique est atteinte, résultat un stuttering marqué fait son apparition dès que la mémoire sature, créant cet à-coup désagréable que l'on peut observer lors des déplacements. La Vega 64 se bat contre ses propres limites mémoire. Silent Hill F pousse la Vega 64 au-delà de sa zone de confort, autant qu'en puissance qu'en mémoire. L'activation du FSR qualité en 1080p change la physionomie du test. On frôle enfin la barre symbolique des 60 images par seconde, avec une moyenne de 58, tandis que le 1% low remonte à 44 fps. Plus important encore, le frame time devient nettement plus régulier, se stabilisant autour des 17 millisecondes. On gagne enfin cette fluidité nécessaire pour apprécier l'ambiance de Silent Hill sans être dérangé par ces saccades incessantes. En 1440p, avec le FSR qualité, on sort enfin de la zone du rouge.
La moyenne remonte à 46 fps et surtout, les 1% low se stabilisent à 36 fps. Ce n'est pas encore du 60 fps constant, mais l'expérience devient enfin jouable, visuellement bien plus gratifiante qu'en 1080p. C'est le réglage que je recommande si vous voulez profiter de la finesse des décors de Silent Hill F sans subir l'instabilité du mode natif. Le FSR apporte ici un gain massif, autant en FPS qu'en stabilité globale. L'image est clairement plus douce, surtout dans les effets de brouillard et de grain, mais en mouvement, le compromis reste acceptable et surtout, le jeu devient jouable, ce qui n'était pas le cas sans upscaling. Silent Hill F est clairement le mur technologique de cette vidéo. Sans FSR, la Vega 64 est dépassée et avec SFR, elle reste exploitable mais au prix de compromis clairs. Ce test montre une chose essentielle. Le FSR n'est pas un bonus, c'est une nécessité absolue pour prolonger la vie de cette carte. On a vu des jeux favorables, on a vu des moteurs indulgents et maintenant on a vu les limites. Il est temps de répondre à la question de départ. La Vega 64 est-elle encore un bon plan en occasion ou simplement un souvenir glorieux? Après tous les jeux testés, le bilan est très nuancé mais cohérent. Des performances encore valables sur plusieurs titres, surtout quand le moteur est bien optimisé comme Gears of War Reloaded. Une carte capable de faire tourner des jeux modernes mais souvent à la limite sans upscaling. Le mot-clé revient tout le temps, FSR. Sans lui, la Vega 64 est souvent jouable, pas confortable. Globalement, on peut dire que la Vega 64, même en 2025-2026, reste fonctionnelle en 1080p sur beaucoup de jeux, mais dépend fortement de l'upscaling pour rester fluide dans les titres modernes. La Vega 64, historiquement, tape fort au wattmètre. Dans mes stats, elle tourne régulièrement autour de 280 à 295 watts en charge soutenue, ce qui est élevé pour une carte d'occasion. C'est une bête de puissance brute, mais une terrine électrique comparée aux GPU plus modernes et plus efficaces. Pour un PC orienté jeu actuel, ça veut dire une alimentation conséquente, des bruits et efforts thermiques non négligeables et une facture électrique bien plus élevée si tu joues beaucoup. Du côté du marché de l'occasion, la carte s'échange à des tarifs très variables mais globalement bas. On voit des RTX Vega 64 d'occasion autour de 100 à 250 € selon l'état et le modèle précis. Certains sites de suivi indiquent un prix moyen autour de 130 € en Europe. Comparé à sa performance d'origine, c'est une forte décote. C'est bien logique vu l'âge et l'efficacité électrique. Mais alors, est-ce que la Vega 64 est-elle encore un bon plan, même en occasion? Oui, mais à quelques conditions. Si tu veux jouer en 1080p sans viser du 1440p ultra stable, si tu es prêt à utiliser des technologies d'upscaling comme FSR, si tu as un budget serré et que tu veux une carte pas chère pour jouer à des jeux pas trop récents. Alors oui, ça peut valoir le coup pour un budget serré entre 100 et 200 €. Et non, si tu veux un GPU efficace énergiquement, si tu veux du confort natif sans upscaling, si tu veux une plateforme durable pour les jeux futurs. Dans ce cas, il vaut mieux souvent miser sur une carte plus récente en occasion ou une neuve remisée. La Vega 64 en 2026 est une relique encore vivante mais branchée à un câble d'upscaling. À petit prix, elle peut encore dépanner. À prix trop élevé, elle reste juste un radiateur très coûteux. Dans les jeux modernes, la RTX 2060 est souvent légèrement plus rapide ou équivalente dans de nombreux titres, malgré une architecture plus récente et moins gourmande. La Vega 64 peut parfois être meilleure dans certains jeux spécifiques, surtout là où la bande passante mémoire aide. Globalement, l'avantage performance penche légèrement vers la 2060. La Vega 64 dispose de 8 Go, un léger plus que les 6 Go standards des versions plus récentes de la RTX 260. C'est utile pour certains jeux modernes. La RTX 2060 équivaut à la Vega 64, avec un léger avantage à l'architecture plus récente de la 2060, dans la majorité des jeux. En efficacité énergétique, la RX 6600 est nettement devant, avec une efficacité relative beaucoup plus élevée que la Vega 64. La RTX 2060 offre souvent les meilleures performances globales pour un usage moderne, avec le support DLSS et une consommation raisonnable. La RX 6600 est une option très efficace pour le 1080p aujourd'hui.
La RX Vega 64 reste parfois proche en perf brute, mais une consommation très lourde et sans support de dernière technologie. Quand est-ce que la Vega 64 a encore un sens par rapport à ces cartes ? La Vega 64 peut rester intéressante si tu la trouves à très bas prix, si tu veux juste jouer en 1080p avec SFSR, si tu n'as pas besoin de DLSS ou du ray tracing. Elle est moins pertinente si tu veux une carte efficace énergiquement, si tu veux une expérience moderne, si tu trouves une RX 6600 ou une 260 à prix proche. La Vega 64 en 2026, ce n'est ni une légende invincible, ni une carte totalement morte. C'est une ancienne reine qui peut encore se battre, mais uniquement avec de l'insistance et à un prix de consommation élevé. Alors, bon plan ou radiateur coûteux ? À petit prix, avec FSR, et sans trop d'exigence, elle peut encore dépanner. Mais si tu veux de l'efficacité, du confort natif et une plateforme plus durable, il vaut mieux regarder ailleurs. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à partager ton expérience avec la Vega 64 ou d'autres cartes graphiques d'occasion en commentaire. Ici, on bench sans nostalgie, mais sans langue de bois. C'était Hardware Manceur, l'art de faire rugir le hardware.